Et si un simple geste capturé sur une vieille photographie cachait un secret capable de briser plusieurs vies? En 1932, dans un domaine viticole près d'Épernay, un jeune garçon serra la main de son patron devant un photographe ambulant. Mais personne ne savait alors que cet homme était son propre père. Des années plus tard, quand la vérité éclata, elle bouleversa tout ce que la famille croyait savoir sur le passé, sur la honte, et sur ce qu'on choisit de transmettre, ou de taire, aux générations suivantes. Restez bien jusqu'à la fin, car ce cliché dramatisado révèle l'une des histoires les plus bouleversantes de la France rurale du siècle dernier. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Cela nous aide à faire voyager ces récits humains à travers le temps. Cette photographie a été trouvée dans une vieille malle, au fond d'une cave en Champagne, en 1987. Un instant figé de 1932 qui cache un secret que personne ne devrait jamais porter. Regardez bien ce garçon maigre en béret qui serre la main de son patron. Il sourit avec respect. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il vient de saluer son propre père. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez pourquoi cette poignée de main a brisé 2 vies et transformé une 3e. L'image montre la cour d'un grand domaine viticole près d'Épernay. C'est le jour de la fête des vendanges. Les employés sont alignés à gauche, bien rangés comme on l'exigeait dans la France rurale de l'époque. À droite, Gustave Delorme, propriétaire, en costume clair et chapeau, tient une canne. Au centre, ce geste qui semble cordial mais qui cache une tragédie. Derrière le garçon, une femme en tablier baisse les yeux, la mâchoire serrée. Les archives municipales de la région confirment que ces photos de domaine étaient courantes, commandées par des commerçants itinérants pour immortaliser la hiérarchie sociale. Mais ce que personne ne voit sur ce cliché, c'est le poids du silence qui écrase cette femme depuis 16 ans. Son nom est Jeanne Morel. Elle a 35 ans en 1932. Mais pour comprendre pourquoi ses yeux évitent l'objectif, il faut retourner en 1916, quand elle n'était qu'une orpheline de 18 ans cherchant un toit. La Grande Guerre venait de tuer son père dans les tranchées de Verdun. Sa mère était morte en couche 3 ans plus tôt. Jeanne n'avait rien. Pas de famille, pas d'éducation. Juste 2 mains capables de travailler jusqu'à l'épuisement. Quand Madame Delorme, Hélène, chercha une domestique interne pour aider à la grande maison, Jeanne se présenta avec une robe rapiécée et un espoir désespéré. Elle fut engagée. Chambre au grenier, 6 francs par mois, repas inclus. Les registres de l'époque montrent que ces contrats de domesticité étaient standards dans les propriétés viticoles de Champagne, où les femmes seules n'avaient souvent d'autre choix que le service domestique pour survivre. Jeanne se révéla efficace, discrète, invisible comme on l'exigeait d'une bonne employée. Elle lavait, cuisinait, nettoyait sans jamais se plaindre. Gustave Delorme, héritier de vignoble et d'une petite filature, remarqua rapidement son efficacité. Mais aussi autre chose. Il commença à s'approcher d'elle dans les couloirs vides. Des remarques d'abord sur sa jeunesse, sa discrétion. Puis des gestes, une main sur l'épaule qui s'attardait trop longtemps. Jeanne sentait le danger, mais où pouvait-elle aller? Une nuit de décembre 1916, après que les autres domestiques soient allés au village pour la messe de minuit, Gustave frappa à la porte du grenier. Ce qui suivit ne fut pas de l'amour, ce fut de la violence déguisée en cordialité. Il ne leva jamais la main, n'eut jamais besoin. Les mots suffirent. Vous savez que votre position dépend de moi. Vous comprenez qu'une orpheline sans référence ne retrouvera jamais de travail si je la renvoie avec une mauvaise réputation. Jeanne ne cria pas. Elle se figea simplement, comme un animal pris au piège, comprenant que dans cette France de structure rigide et de pouvoir absolu des propriétaires terriens, son silence était le prix de sa survie. Le Code civil napoléonien de 1804 ne reconnaissait aucun droit réel aux domestiques face à leurs employeurs. Les témoignages recueillis dans le projet oral « Mémoire paysanne » des décennies plus tard confirment que ces abus de pouvoir étaient une réalité taboue, mais répandue dans les grandes propriétés rurales. 3 mois plus tard, Jeanne comprit qu'elle était enceinte. La panique d'abord, puis la résignation. Elle tenta de le cacher, serrant son tablier plus fort,
mangeant moins pour ne pas montrer. Mais à 5 mois, une autre domestique, Marguerite, remarqua et fit circuler la rumeur. Jeanne fut convoquée par Madame Hélène qui la regarda longuement avant de demander, avec une froideur blessée, qui était le père. Jeanne baissa les yeux. « Personne, madame. Un homme de passage. Je ne sais même pas son nom. Le mensonge était une prison, mais avouer aurait été une condamnation à mort sociale. » Gustave intervint. Pas par bonté, par calcul. Il convainquit Hélène de garder Jeanne, arguant qu'une domestique enceinte coûtait moins cher qu'en trouver une nouvelle, qu'elle pourrait reprendre le travail après l'accouchement. Hélène accepta, mais le regard qu'elle posa sur Jeanne changea. Il y avait désormais du mépris mêlé à quelque chose de plus trouble, une intuition qu'elle refusait de nommer. Luc naquit en juillet 1917, dans ce même grenier étouffant où il avait été conçu. Pas d'hôpital, juste une sage-femme du village et des draps tachés de sang. Les registres paroissiaux de Champagne montrent des centaines de naissances similaires. Mère célibataire, père inconnu, enfant marqué dès la naissance par l'illégitimité. Jeanne le prénomma Luc parce que c'était court, simple. Un nom qui ne demanderait rien à personne. Elle le regarda dans ses bras et comprit que cet enfant porterait toute sa vie le poids d'un secret qu'elle ne pourrait jamais lui dire. Luc grandit sur le domaine, toléré comme fils de la domestique. Gustave ne le reconnut jamais, mais ne permit jamais non plus qu'on le chasse. Il lui donnait parfois un morceau de pain supplémentaire, un vieux manteau, une tape sur l'épaule accompagnée d'un sourire étrange que Luc interprétait comme de la générosité. Pour le garçon, Monsieur Delorme était une figure presque admirable, un patron strict mais juste qui daignait parfois le remarquer. Pour Jeanne, c'était une torture quotidienne de voir l'homme qui l'avait violenté devenir l'unique référence masculine de son fils. Et c'est là que commence vraiment l'histoire de cette photographie. Parce qu'en 1932, Luc a 15 ans. Il ne sait toujours rien. Il travaille aux écuries, aux vignes, obéit sans questionner. Et dans quelques secondes figé par un appareil Kodak Box, il va serrer la main de son père en croyant simplement honorer son employeur. Mais cette poignée de main va déclencher une série d'événements qui, 13 ans plus tard, révéleront une vérité que personne n'était prêt à entendre. Pour comprendre comment on arrive à ce moment terrible et beau à la fois, il faut d'abord revenir en arrière. Revenir à l'enfance de Luc, aux années où il construisit son identité sur un mensonge, que tout le monde autour de lui connaissait, sauf lui. Luc avait 5 ans quand il comprit qu'il était différent des autres enfants du village. Ce jour-là, un dimanche d'été 1922, Jeanne l'emmena à la messe. Les familles entraient en groupe, père, mère, enfants bien habillés. Luc portait un pantalon rapiécé trop grand, tenu par une ficelle. Un garçon de son âge, fils d'un marchand de vin, le montra du doigt en riant. « Regarde, c'est le bâtard de la domestique. » Luc ne comprit pas le mot, mais sentit la honte brûler ses joues. Jeanne serra sa main si fort qu'elle lui fit mal, mais ne dit rien. Le silence, toujours le silence. Les hivers étaient les pires. Le grenier où il dormait n'avait qu'un petit poêle qui chauffait à peine. Jeanne empilait sur Luc tous les vêtements qu'elle pouvait trouver, mais le froid mordait quand même. Il toussait souvent, une toux sèche qui faisait trembler son petit corps maigre. Madame Hélène envoyait parfois du sirop, mais seulement quand la toux devenait trop bruyante et dérangeait les maîtres. Les documents médicaux des hôpitaux de Reims de cette époque montrent que les infections respiratoires étaient la principale cause de mortalité infantile chez les enfants de domestiques, vivant dans des conditions d'hygiène précaires et de promiscuité. Mais Luc apprit à survivre. À 8 ans, on l'envoya aux écuries pour aider à nourrir les chevaux. Marcel, un vieil employé aux mains noueuses et au sourire rare, lui montra comment approcher les bêtes, leur parler doucement, gagner leur confiance. « Tu vois, petit, les chevaux savent qui les respecte. Ils sentent la peur, mais aussi la gentillesse. » Luc découvrit qu'il avait un don. Les chevaux les plus nerveux se calmaient quand il leur caressait l'encolure. Cette connexion, ce sentiment d'être utile, de valoir quelque chose, devint son refuge. Dans l'écurie, personne ne l'appelait bâtard. Gustave remarquait. Il passait parfois,
observant Luc brosser les chevaux avec une application presque touchante. Il posait sa main sur l'épaule du garçon, geste étrange, trop appuyé, trop long. « Bon travail, mon garçon, continue comme ça. » Luc levait les yeux avec une gratitude qui brisait le cœur de Jeanne quand elle l'observait de loin. Elle voyait son fils chercher l'approbation de l'homme qui l'avait condamné à n'être personne. Parfois, la nuit, elle buvait un peu de vin bon marché qu'elle gardait caché dans une bouteille sous son lit, juste assez pour endormir la douleur, sans sombrer complètement. En 1927, quand Luc eut 10 ans, un événement marqua son enfance. Le fils unique légitime de Gustave et Hélène, Édouard, mourut d'une méningite foudroyante. Il avait 12 ans. La maison se remplit de noir, de pleurs étouffés, de messes interminables. Gustave devint une ombre, buvant davantage, parlant moins. Hélène ne quitta plus sa chambre pendant des semaines. Les employés marchaient sur la pointe des pieds. Luc, lui, ressentit quelque chose de troublant. Une culpabilité étrange d'être vivant, alors que l'enfant légitime était mort. Mais aussi, plus profond, plus honteux, une micro-satisfaction qu'il ne s'avoua jamais vraiment. Maintenant, peut-être que M. Delorme le regarderait un peu plus. C'est exactement ce qui arriva. Mais pas de la manière que Luc imaginait. Gustave commença à lui donner des responsabilités. Va porter ce message au contremaître, compte ses sacs de grains, aide à la pesée des tonneaux. Luc travaillait avec acharnement, prouvant sa valeur, cherchant désespérément un sourire, un mot d'encouragement. Il ne comprenait pas que pour Gustave, ce n'était qu'un calcul froid. Un fils mort, un fils caché utilisable. Une façon de combler le vide sans payer le prix de la reconnaissance. Monsieur Rigal, le contremaître, détestait cette préférence inexpliquée. C'était un homme sec, au visage tanné par le soleil et l'alcool, qui compensait sa propre insignifiance en écrasant ceux qui étaient plus bas que lui. Il appelait Luc le protégé avec un sourire mauvais. Alors, le protégé, ta mère sait ce qu'elle doit faire pour que le patron te garde, hein? Les sous-entendus étaient clairs, dégueulasses. Luc serrait les poings, mais ne répondait jamais. Marcel lui avait appris, tais-toi et travaille. C'est la seule défense qu'on a, nous autres. Mais Luc développa aussi des défauts. Quand la frustration devenait trop forte, il lui arrivait de frapper les murs de l'écurie, de donner des coups de pied dans des seaux vides, de crier seul dans les vignes. Un jour, dans un moment de rage, il frappa un chat qui s'était approché trop près. L'animal s'enfuit en miaulant. Luc se figea, horrifié de ce qu'il venait de faire, de devenir peut-être ce qu'il détestait. Il passa l'heure suivante à chercher le chat pour s'excuser, mais ne le retrouva jamais. Cette culpabilité le hanta pendant des semaines. Il était aussi rongé par l'envie. Chaque dimanche, en allant au village avec Jeanne pour les courses, il voyait des garçons de son âge marcher avec leur père, rire, recevoir une pièce pour s'acheter des bonbons. Luc détournait le regard, mais la brûlure restait. Pourquoi pas moi? Pourquoi n'ai-je pas de père? Il posait parfois la question à Jeanne qui répondait par des mensonges usés. Ton père est mort avant ta naissance. C'était un homme bien. Tu lui ressembles. Mensonges qui s'empilaient, créant une distance douloureuse entre eux. Luc avait aussi un désir désespéré d'apprendre. Il voyait parfois des journaux vieux traîner dans la cuisine de la grande maison. Il les prenait en cachette, tentait de déchiffrer les mots. Il savait compter, faire des calculs mentaux rapides, une compétence utile pour les travaux du domaine. Mais la lecture lui échappait. Les lettres dansaient, se mélangeaient. Il ressentait une honte profonde de cette limitation. Marcel, qui ne savait pas lire non plus, lui disait « C'est pas pour nous, petit. Les livres, c'est pour les bourgeois. Nous, on a les mains et le dos. » Malgré tout, il y avait des moments de lumière. Les printemps étaient magiques dans les vignes. Luc aimait voir les bourgeons éclater, les feuilles tendres se déployer, sentir cette odeur de terre humide et de vie qui recommence. Un jour, il confia à Marcel « C'est le seul luxe que personne peut me prendre, regarder les fleurs pousser. » Marcel rit doucement. « T'as raison, petit, t'as raison. » Jeanne, malgré sa dureté protectrice, aimait son fils d'un amour silencieux mais constant. Elle gardait des morceaux de pain pour lui, cousait ses vêtements la nuit à la lueur d'une bougie,
chantait parfois de vieilles chansons champenoises en lavant le linge. Luc mémorisait ces mélodies, les fredonnait dans l'écurie. Personne ne peut te prendre qui tu es à l'intérieur, lui répétait-elle. Même si le monde te dit que tu n'es rien, toi, tu sais que tu es quelqu'un. Les autres domestiques formaient une petite communauté de survie. Quand l'un tombait malade, les autres couvraient son travail sans se plaindre. Quand Marguerite, une cuisinière, se blessa à la main, Jeanne soigna la plaie avec des herbes et du vinaigre. Les femmes partagèrent le savon, les conseils, les prières murmurées. Cette solidarité des exploités était leur seule richesse réelle. En 1932, Luc a 15 ans. Il mesure 1,65 m, tout en os et en muscles nerveux. Ses mains sont déjà calleuses comme celles d'un homme. Il travaille 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Le dimanche, il se repose en regardant les nuages passer au-dessus des vignes. Il ne sait toujours pas lire vraiment, ne sait pas qui est son père, ne comprend pas pourquoi Monsieur Delorme le protège parfois et l'ignore souvent. Et c'est cette année-là qu'un photographe ambulant visite le domaine pour proposer ses services. Monsieur Delorme, les vendanges ont été bonnes cette année. Que diriez-vous d'un portrait de votre domaine, de votre famille et de vos fidèles employés? Gustave accepte, peut-être par vanité, peut-être par autre chose. Le jour de la prise de vue arrive. Les employés sont alignés. Jeanne sent son estomac se nouer. Elle sait ce qui va venir. Elle le sent dans la façon dont Gustave regarde Luc. Et effectivement, au moment de la photo, Gustave fait un geste théâtral. « Toi, le garçon, viens me saluer devant l'objectif. Montre ton respect. » Jeanne tente de retenir Luc, de le tirer en arrière. Mais Gustave insiste d'une voix qui ne souffre aucune contestation. Luc, intimidé mais fier d'être remarqué, s'avance. Il tend la main. Gustave la serre. Le photographe dit souriez et appuie sur le déclencheur. Le moment est figé pour l'éternité. Ce que personne ne voit, c'est que cette photo va devenir une bombe à retardement. Parce qu'un an plus tard, en 1933, Luc va entendre quelque chose qui changera tout. Un matin d'été 1933, Luc a 16 ans et porte des seaux d'eau du puits vers la buanderie. Il passe devant la fenêtre ouverte, où deux lavandières, Louise et Germaine, travaillant sans savoir qu'il peut les entendre. Elles parlent à voix basse, mais le silence de l'aube porte les mots jusqu'à lui. Tu as vu comment il le regarde parfois? Qui ça? Le patron et le petit Morel. Luc se fige. Germaine répond en riant jaune. Faut être aveugle pour pas voir, Louise. 16 ans que ça dure. Le péché de Jeanne. Louise hésite puis murmure. Ma sœur dit qu'il suffit de regarder les yeux du garçon pour comprendre. Les mêmes que lui. Luc lâche les seaux. L'eau se répand sur les pavés. Il reste planté là, le cœur battant si fort qu'il entend son pouls dans ses oreilles. Les lavandières se taisent brusquement, réalisant peut-être qu'elles ont été entendues. Il ne bouge pas. Son cerveau tourne à vide, essayant de donner un sens à ce qu'il vient d'entendre. Le péché de Jeanne, 16 ans, les mêmes yeux. Non, c'est impossible. C'est une rumeur cruelle, une médisance de domestiques oisifs. Cette nuit-là, il confronte sa mère dans leur chambre du grenier. Jeanne raccommode une chemise à la lueur d'une bougie. Luc entre, ferme la porte. « Maman, j'ai entendu quelque chose aujourd'hui. » Jeanne ne lève pas les yeux, mais ses mains s'immobilisent. Quoi donc? Sa voix est trop neutre, trop contrôlée. Luc s'assoit sur le bord du lit étroit. « On dit que mon père n'est pas mort. On dit que je lui ressemble. Dis-moi que c'est faux. » Le silence qui suit est pire qu'un aveu. Jeanne pose l'aiguille, lentement, comme si le geste demandait toute sa concentration. Puis elle dit, d'une voix blanche. « Les gens parlent toujours, Luc. Ils inventent des histoires pour rendre leur vie moins ennuyeuse. Ton père est mort avant ta naissance. C'était un bonhomme. Tu lui ressembles. Les mêmes mots qu'avant. » Mais cette fois, Luc entend le mensonge. Il le sent dans la façon dont elle détourne les yeux, dans ses mains qui tremblent légèrement. Il insiste. « Regarde-moi et dis-le. Regarde-moi dans les yeux et jure que c'est vrai. » Jeanne se lève brusquement, renversant presque la chaise. « Va te coucher, Luc. Il est tard. Demain, il faut travailler. » Elle sort du grenier, le laissant seul avec ses questions et une rage sourde qui monte en lui.
Il s'allonge tout habillé sur le lit, fixant le plafond. Il repense à chaque geste de Gustave, chaque regard, chaque mot. Les pièces du puzzle s'assemblent dans son esprit, mais il refuse de voir l'image complète. Parce que si c'est vrai, alors toute sa vie est un mensonge. Les mois suivants, Luc observe. Il regarde Gustave avec une attention nouvelle, inquiétante. Il note la forme de son nez, la ligne de sa mâchoire, la façon dont il penche la tête quand il réfléchit. Un jour, en passant devant un miroir dans la grande maison, il se regarde vraiment pour la première fois. Et il voit. La ressemblance est là, indéniable. Comment a-t-il pu ne jamais la remarquer? Ou peut-être l'avait-il toujours vue sans vouloir la reconnaître? Mais il ne dit rien. Parce que si c'est vrai, que fait-il de cette information? Qui est-il alors? Le fils caché du patron, le fruit d'un viol ou d'une liaison, un bâtard protégé par pitié ou par culpabilité. Ses pensées le rongent. Il dort mal, travaille comme un possédé pour épuiser son corps et faire taire son esprit. Marcel remarque. Ça va pas, petit. Tu manges plus, tu parles plus. Luc secoue la tête. Juste fatigué, Marcel. Juste fatigué. Les années passent dans cette tension non résolue. Luc grandit, devient plus fort, plus compétent. En 1937, à 20 ans, il gère seul une partie des vignes. Il sait quand tailler, quand récolter, quand attendre. Gustave lui fait de plus en plus confiance, non par affection, mais par nécessité. Le domaine a besoin de bras compétents, et Luc travaille pour 3. Monsieur Rigal, le contremaître, vieillit et boit trop. C'est Luc qui prend le relais, organisant les équipes, supervisant les vendanges. Les autres employés respectent son autorité silencieuse, sa justice naturelle. Il ne crie jamais, ne frappe jamais, mais on obéit quand il parle. Puis vient 1940, la guerre éclate réellement, après des mois de drôles de guerre. Les Allemands déferlent à travers la France avec une rapidité terrifiante. En juin, ils occupent la région de Champagne. Les archives départementales documentent cette période sombre où les propriétaires terriens durent négocier avec l'occupant pour sauver leurs biens et leur vie. Gustave, maintenant âgé de 50 ans, voit son empire menacé. Les réquisitions commencent. Vin, nourriture, main-d'œuvre. Tout peut être pris. C'est durant cette période que Gustave change. La peur le ronge. Son fils légitime est mort depuis 13 ans. Sa femme Hélène s'est murée dans un silence douloureux. Et il réalise avec horreur qu'il n'a personne pour perpétuer son nom, son héritage. Il regarde Luc avec des yeux nouveaux, pas avec amour, mais avec calcul mêlé de regrets tardifs. Ce jeune homme de 23 ans, solide, intelligent, débrouillard, c'est lui qui fait tourner le domaine maintenant. C'est lui qui mérite peut-être quelque chose. Gustave commence à donner plus de responsabilités à Luc. Il lui demande son avis sur les ventes, sur les négociations avec les acheteurs allemands. Luc est surpris mais flatté. Il croit enfin être reconnu pour son travail. Jeanne, elle, comprend la vérité. C'est le père qui essaie d'utiliser le fils sans payer le prix de la reconnaissance. Elle le voit dans les regards de Gustave, dans ses gestes hésitants vers Luc, comme s'il voulait le toucher mais ne savait pas comment. Un soir, elle ose affronter Gustave dans la cuisine déserte. « Laissez-le tranquille. Vous avez fait assez de mal. » Gustave la regarde longuement. « Je lui donne une chance, Jeanne, plus que ce que la plupart auraient. » Elle crache presque sa réponse. « Une chance. Vous lui avez volé son nom, son identité, son droit d'exister. Ne me parlez pas de chance. » L'année 1944 apporte le chaos. La libération approche, mais l'occupation se durcit. Un officier allemand, le Hauptmann Schneider, exige des contributions supplémentaires en vin et en vivres. C'est un homme froid, méthodique, qui n'hésite pas à faire fusiller pour l'exemple. Il convoque Gustave pour une réunion au domaine. « Vous allez me fournir 50 tonneaux supplémentaires et 3 de vos hommes pour travailler dans nos entrepôts. » Gustave pâlit. « Je n'ai pas 50 tonneaux à donner, monsieur l'officier. Nous avons déjà tout fourni. » Schneider sourit sans chaleur. « Alors trouvez-les, ou je choisis moi-même qui part au camp de travail. » Gustave, terrifié, commence à négocier de façon pathétique. Il propose de l'argent, des objets de valeur. Schneider l'écoute avec mépris, visiblement amusé par l'humiliation du propriétaire.
Il désigne 3 hommes au hasard, dont Marcel. Ceux-là iront. Préparez-les pour demain matin. Luc assiste à la scène depuis le seuil, le sang bouillant. Il voit Gustave, ce patron tout-puissant, se recroqueviller devant l'autorité. Il voit Marcel, le vieil homme qui lui a tout appris, condamné à mourir dans un camp de travail allemand. Luc avance. Il ne réfléchit pas. « Monsieur l'officier, laissez-moi organiser le transport moi-même. Je connais des routes plus rapides, des contacts pour obtenir du vin ailleurs. Je peux vous fournir ce que vous demandez sans prendre ces hommes. » Schneider le regarde avec surprise, puis intérêt. « Qui es-tu » ?« Le fils du propriétaire. » Luc hésite une microseconde. « Non, juste quelqu'un qui connaît bien le métier. » Schneider hoche la tête. « Tu as 3 jours. Si tu ne livres pas, c'est toi qui prends leur place. » Luc passe 3 jours et 3 nuits à organiser l'impossible. Il contacte d'autres domaines, négocie, promet, échange. Il dort 2 heures, mange à peine. Jeanne le supplie d'arrêter, de ne pas risquer sa vie pour sauver des employés. Mais Luc refuse. Si je peux les sauver, je dois le faire. Il réussit. Le 3e jour, 50 tonneaux sont livrés. Schneider, impressionné malgré lui, tient parole. Les hommes restent. Marcel serre Luc dans ses bras en pleurant. « Tu m'as sauvé la vie, petit. Je te dois tout. » Cette nuit-là, Gustave observe Luc depuis la fenêtre de son bureau. Il le voit épuisé, amaigri, mais debout. Et pour la première fois, Gustave ressent quelque chose qui pourrait ressembler à de la fierté, ou peut-être juste à de la honte écrasante. Il descend à la cuisine où Jeanne prépare du pain pour le lendemain. Il s'assoit lourdement. « Vous savez que je lui dois tout. » Jeanne ne se retourne pas. « Ce que vous devez, vous ne pourrez jamais le payer. » La libération arrive en août 1944. Les Allemands se retirent dans le chaos. Le village célèbre avec des drapeaux tricolores et du vin coulant à flots. Mais pour Gustave, le soulagement est de courte durée. L'épuisement de 4 années de guerre, le stress constant, l'alcool qui n'a jamais cessé, tout cela laisse des traces. Il commence à tousser, une toux rauque qui ne part pas. Puis viennent les douleurs dans la poitrine, la fatigue extrême. Le médecin du village diagnostique un cœur fatigué, des poumons abîmés. Il faut du repos, monsieur Delorme, beaucoup de repos. Mais à 54 ans, Gustave sait que le repos signifie la fin. Les mois suivants le voient décliner lentement. Pas de manière dramatique, juste cette érosion progressive qui guette les hommes qui ont trop bu, trop stressé, trop vécu dans la peur. En janvier 1945, il garde le lit la plupart du temps. Hélène s'occupe de lui avec une efficacité froide, accomplissant son devoir d'épouse sans tendresse. Elle a tant souffert en silence pendant toutes ces années, portant le poids du secret qu'elle a toujours su, mais n'a jamais voulu nommer. Maintenant, elle attend simplement que tout se termine. Luc, lui, continue de gérer le domaine. Il a maintenant 27 ans, presque 28. C'est un homme fait, respecté par les employés, craint par certains pour sa rigueur, mais aimé pour sa justice. Il ne crie jamais, ne frappe jamais, traite chacun avec une dignité que Gustave n'a jamais su donner. Les nouvelles lois du travail promulguées après la libération commencent à donner des droits aux travailleurs agricoles. Luc étudie ces textes avec Marcel, qui sait lire un peu, et ensemble, ils s'assurent que les employés reçoivent ce qui leur est dû. Salaire correct, contrats écrits, repos hebdomadaires respectés. Un après-midi de mars 1945, Gustave envoie chercher Luc. La maison est silencieuse. Les domestiques marchent sur la pointe des pieds. L'odeur de maladie flotte dans les couloirs. Luc monte l'escalier qu'il n'a jamais eu le droit de gravir enfant. Il frappe à la porte de la chambre principale. « Entrez ». La voix de Gustave est faible, éraillée. Luc entre. La pièce est sombre, rideaux tirés. Gustave est allongé dans un grand lit, le visage gris, les yeux enfoncés. Il ressemble à un vieillard, alors qu'il n'a même pas 55 ans. Ferme la porte, approche-toi. Luc obéit, mal à l'aise. Il n'a jamais été seul avec Gustave dans un endroit aussi intime. Assieds-toi. Luc s'assoit sur une chaise près du lit. Gustave le regarde longuement, comme s'il essayait de mémoriser ses traits. Puis il parle, sa voix tremblante mais claire. « J'ai quelque chose à te dire,
Quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. Luc sent son estomac se nouer. Il sait. Au fond, il a toujours su ce qui allait suivre. Mais entendre les mots, c'est différent. Gustave tousse, se redresse péniblement contre les oreillers. Tu te demandes sans doute pourquoi je t'ai toujours gardé ici. Pourquoi je t'ai protégé quand d'autres auraient été chassés. Pourquoi je te donne des responsabilités maintenant. Luc ne dit rien. Son cœur bat si fort qu'il l'entend. Gustave ferme les yeux un instant, puis lâche la vérité de façon brutale, sans poésie, sans préparation. Je suis ton père. Le monde s'arrête. Luc reste figé, incapable de bouger, de respirer. Il entend les mots mais son cerveau refuse de les traiter. Gustave continue, comme s'il avait peur de s'arrêter maintenant qu'il a commencé. Ta mère, Jeanne, je l'ai forcée. En 1916. Elle ne pouvait rien dire. Elle n'avait nulle part où aller. Je lui ai imposé le silence en échange de garder sa place. Tu es né en 1917. Tu es mon fils. Mon seul fils vivant. Luc rit. Un rire étrange, presque hystérique, qui surprend même Gustave. Il rit parce que c'est tellement absurde, tellement cruel, tellement prévisible. 28 ans. 28 ans de mensonges. Il se lève brusquement. La chaise tombe en arrière. Il fait quelques pas vers la fenêtre, dos à Gustave. Les souvenirs déferlent. Chaque geste, chaque protection ambiguë, chaque moment où Jeanne a détourné les yeux, les remarques des autres employés, les ressemblances qu'il refusait de voir. Tout prend sens maintenant et c'est insoutenable. Il se retourne. Gustave le regarde avec des yeux suppliants, comme s'il attendait quelque chose. Du pardon peut-être. De la compréhension. Luc sent la colère monter, brûlante, dévastatrice. Il pourrait crier, frapper, détruire. Mais au lieu de ça, il sent quelque chose de plus froid, de plus définitif s'installer en lui. Il marche jusqu'au lit, regarde cet homme mourant qui est son père, et il dit, d'une voix calme et terrible dans sa sérénité, « Vous avez eu 28 ans pour être ça. 28 ans pour me regarder grandir et choisir de me reconnaître. Vous m'avez laissé croire que je n'étais personne, que ma mère était une pécheresse, que je devais être reconnaissant pour les miettes que vous me donniez. Vous m'avez volé mon nom, mon identité, ma dignité. Et maintenant que vous mourrez, maintenant que ça vous arrange, vous voulez vous soulager de votre culpabilité. Eh bien non, je ne vous absous pas. Je ne vous appelle pas père. Vous avez eu toute une vie pour mériter ce titre, et vous ne l'avez jamais fait. » Gustave pâlit encore plus si c'est possible. Des larmes coulent sur ses joues creuses. « Luc, je sais que j'ai mal agi, mais maintenant je peux arranger les choses. Je vais te reconnaître officiellement. Tu hériteras du domaine. Tu porteras le nom Delorme. » Luc secoue la tête. « Vous ne comprenez rien. Ce n'est pas le domaine que je voulais. C'était juste que vous me regardiez comme un père regarde son fils. C'était juste que vous me protégiez pas par calcul, mais par amour. Mais vous ne savez pas ce que c'est, l'amour. Vous n'avez jamais su. » Il se dirige vers la porte. Gustave l'appelle faiblement. « Luc, s'il te plaît. » Luc s'arrête sans se retourner. « Mourez en paix, monsieur Delorme, mais ne me demandez pas de vous faciliter les choses. » Il sort, ferme la porte doucement derrière lui. Dans le couloir, il s'appuie contre le mur, tremblant. Toute sa vie vient de basculer. Il descend l'escalier comme un automate. Au rez-de-chaussée, il croise Hélène. Elle le regarde avec une expression indéchiffrable. Elle sait, elle a toujours su. Elle ouvre la bouche comme pour dire quelque chose, puis la referme. Il reste là un moment, victime différente du même homme. Puis Luc sort de la maison et marche jusqu'aux vignes. Il marche pendant des heures. La nuit tombe. Il s'assoit entre les rangs de vignes nues, la terre froide sous lui. Il pleure enfin, pas de chagrin mais de rage et de soulagement mêlés. Rage pour toutes ces années volées. Soulagement de savoir enfin la vérité. Jeanne le retrouve au milieu de la nuit. Elle s'assoit à côté de lui sans un mot. Puis, après un long silence, elle dit simplement « Je suis désolé, je voulais te protéger. » Luc prend sa main, cette main usée par le travail. « Je sais, maman, je sais. » Gustave meurt 3 jours plus tard,
Le 19 mars 1945. Mort confirmée, enregistrée à la mairie, enterré dans le cimetière familial avec une cérémonie sobre. Luc n'y assiste pas. Il travaille ce jour-là dans les vignes, taillant les ceps avec une précision mécanique. Marcel vient le voir. « Tu veux pas lui dire au revoir ?» Luc secoue la tête. On dit au revoir à quelqu'un qu'on a connu. Lui, je ne l'ai jamais vraiment connu. Et maintenant, c'est trop tard. Les jours suivants, Hélène appelle Luc pour une conversation privée. Elle lui explique que Gustave a modifié son testament quelques jours avant sa mort. Il laisse une partie du domaine à Luc. Pas tout, parce que même dans la mort, il ne peut pas être totalement généreux, mais assez pour que Luc puisse vivre confortablement. Hélène ajoute d'une voix neutre. C'est ce qu'il voulait. Sa façon à lui de réparer. Luc écoute en silence, puis il dit, calmement, « Je ne veux pas du domaine. Je ne veux pas construire ma vie sur ce qu'il représentait. Abus de pouvoir, silence, exploitation. Garder presque tout. Je prends juste assez pour garantir une vie digne à ma mère et pour démarrer quelque chose de nouveau. » Hélène est surprise. Quoi donc? Luc réfléchit un moment. Une coopérative, pour les travailleurs des vignes, avec des contrats clairs, des salaires justes, des logements décents, où aucun enfant ne grandira sans savoir qui est son père, où personne ne sera exploité en silence. Hélène le regarde longuement. Tu es meilleur que lui. Que nous tous. Luc ne sourit pas. Je choisis juste de ne pas répéter ses erreurs. Ce n'est pas de la bonté, c'est de la survie. Les années qui suivent la mort de Gustave ne sont pas magiques. Il n'y a pas de transformation miraculeuse du jour au lendemain. Luc travaille dur, très dur, pour construire quelque chose de nouveau. Avec la petite portion du domaine qu'Hélène lui laisse, environ 5 hectares de vignes et une grange convertible, il commence modestement. La coopérative Morel, il l'appelle. Pas de l'orme. Jamais de l'orme. Le nom de sa mère, celui qui a été porté dans la honte pendant 28 ans, devient celui d'une entreprise fondée sur la dignité. Les premiers mois sont difficiles. Luc n'a pas beaucoup d'argent, pas de réseau influent, juste sa réputation de travailleur honnête et l'aide de Marcel qui refuse de prendre sa retraite. Les lois sociales promulguées après la guerre aident. En 1946, les droits des travailleurs agricoles commencent enfin à être codifiés, même si leur application reste inégale. Luc étudie ces textes avec acharnement, apprenant à lire correctement pour la première fois de sa vie. C'est laborieux, humiliant parfois, mais nécessaire. Marcel l'aide, patient, épelant les mots compliqués. À 30 ans, Luc apprend ce qu'on aurait dû lui enseigner à 6 ans. Il embauche 3 employés pour commencer. 2 hommes et une femme, tous anciens travailleurs du domaine de l'orme qui ont été maltraités ou exploités. Il leur propose quelque chose de révolutionnaire pour l'époque. Des contrats écrits en français simple, pas en jargon légal incompréhensible. Des salaires fixes, payés à date précise, sans retard ni excuse. Un logement décent, avec eau courante et chauffage, même modeste. Et surtout, du respect. Pas de cris, pas de coups, pas d'humiliation. Les archives départementales montrent que de telles initiatives coopératives étaient rares dans la Champagne de l'après-guerre, mais commençaient à émerger sous l'influence des mouvements socialistes et syndicalistes. Jeanne, maintenant âgée de 49 ans, s'installe dans une petite maison adjacente à la coopérative. Pour la première fois de sa vie, elle a un chez-soi qui lui appartient, un jardin où elle plante des légumes et des fleurs, une cuisine où elle cuisine pour elle-même, pas pour des maîtres. Elle vieillit doucement, ses cheveux grisonnent, ses mains restent abîmées par 40 ans de labeur. Mais quelque chose dans son regard change. La peur constante s'estompe. Elle peut enfin respirer. Un jour de printemps 1947, Luc la trouve assise sur un banc devant sa maison, regardant les vignes en fleurs. Il s'assoit à côté d'elle. « Tu es heureuse, maman ?» Jeanne réfléchit longuement avant de répondre. « Je ne sais pas si je sais ce que c'est, le bonheur. Mais je sais que je ne vis plus dans la peur. C'est déjà énorme. » Luc hoche la tête. Puis Jeanne ajoute presque timidement. « Tu sais, je n'ai jamais regretté de t'avoir eu. Même dans les pires moments, tu étais la seule chose pure dans ma vie. » Luc sent sa gorge se serrer. « Maman, tu n'as pas à te justifier.
Tu as survécu à quelque chose que personne ne devrait subir. Et tu m'as élevé du mieux que tu pouvais. Elle prend sa main. Tu es meilleur que tout ce qu'il aurait pu être. La coopérative grandit lentement mais sûrement. En 1950, ils sont 10 employés. En 1953, 15. Le vin qu'ils produisent n'est pas le meilleur de la région. Mais il est honnête. Et surtout, il est produit dans des conditions équitables. Les acheteurs qui ont conscience sociale commencent à s'intéresser. Des coopératives similaires émergent dans d'autres régions de France, s'inspirant mutuellement. Le mouvement est discret, loin des grands domaines prestigieux, mais il existe. Un événement change quelque chose pour Luc en 1952. Un garçon de 12 ans, orphelin du village, cherche du travail. Il s'appelle Thomas, maigre, timide, avec des vêtements trop grands. Luc le regarde et revoit son propre passé. Il l'embauche, mais pas comme simple travailleur. Il lui donne une chambre propre, de vrais repas et surtout, il l'inscrit à l'école du village 2 jours par semaine. Thomas travaille 3 jours, étudie 2 jours. C'est inhabituel, presque scandaleux selon certains. Mais Luc est inflexible. Aucun enfant ne travaillera ici sans avoir accès à l'éducation. Aucun enfant ne grandira sans savoir lire et écrire. Un soir, Thomas demande à Luc, « Monsieur, pourquoi vous faites ça pour moi ?» Luc s'accroupit pour être à la hauteur du garçon. « Parce que quelqu'un aurait dû le faire pour moi. Et parce que je ne veux pas que tu vives ce que j'ai vécu. » Thomas ne comprend pas vraiment, mais il sent la sincérité. Des années plus tard, Thomas deviendra instituteur et racontera que c'est Luc Morel qui lui a donné sa chance. Jeanne meurt paisiblement en 1958, à 60 ans. Pas d'agonie prolongée, juste un cœur fatigué qui s'arrête une nuit dans son sommeil. Luc la trouve le matin allongée dans son lit, l'air presque serein. Pour la première fois, il pleure devant d'autres personnes. Marcel, maintenant très vieux lui-même, pose une main sur son épaule. « Elle a eu une belle fin, petit. Elle est partie libre. » Luc acquiesce. « Oui, elle est partie libre. » Aux funérailles, une chose surprenante se produit. Hélène Delorme, maintenant veuve âgée, apparaît. Elle s'approche de Luc après la cérémonie. « Je voulais lui présenter mes excuses, même si c'est trop tard. J'ai su et je n'ai rien fait. J'étais lâche. » Luc la regarde longuement. « Vous étiez prisonnière aussi, madame, pas de la même façon, mais prisonnière quand même. » Hélène hoche la tête, les yeux rouges. « Tu es généreux. Plus généreux que nous ne le méritions. » Luc ne dit rien. La générosité n'a rien à voir. C'est juste qu'il a appris qu'on ne guérit pas la souffrance en la perpétuant. Les années 1960 voient la coopérative s'établir solidement. Luc a maintenant 43 ans. Il n'a jamais épousé. Pas par choix délibéré, mais parce qu'il a consacré toute son énergie à construire quelque chose de durable. Les employés de la coopérative sont traités avec un respect qu'on trouve rarement ailleurs. Quand l'un d'eux a un enfant, Luc s'assure que la mère ou le père peut prendre du temps pour s'occuper du bébé. Quand quelqu'un tombe malade, le salaire continue. C'est révolutionnaire pour l'époque. Un jour de 1965, un journaliste local vient visiter la coopérative pour un article sur les nouvelles formes d'agriculture. Il interroge Luc. « Monsieur Morel, qu'est-ce qui vous a inspiré à créer ce modèle ?» Luc hésite. Il pourrait raconter son histoire, dénoncer publiquement Gustave Delorme et le système qui a permis son abus. Mais il choisit une autre voie. « J'ai grandi en voyant comment on ne devrait pas traiter les gens. J'ai décidé de faire différemment. C'est aussi simple que ça. » Le journaliste insiste. « Mais votre motivation personnelle ?» Luc sourit, un sourire un peu triste. « Ma motivation, c'est de m'assurer qu'aucun enfant ici ne grandira en se demandant s'il a de la valeur. Qu'aucun travailleur ne se couchera en ayant peur du lendemain. C'est suffisant comme motivation. » L'article paraît et amène une attention modeste mais positive. D'autres coopératives s'inspirent du modèle. Luc reçoit des lettres de travailleurs agricoles d'autres régions qui demandent des conseils. Il répond à toutes, patiemment, expliquant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il ne se voit pas comme un héros ou un révolutionnaire, juste comme quelqu'un qui essaie de réparer ce qui a été cassé. En 1970, à 53 ans, Luc décide de faire quelque chose.
Il retourne à l'ancien domaine Delorme, maintenant géré par des gestionnaires depuis la mort d'Hélène quelques années plus tôt. Dans le grenier où il est né, où sa mère a souffert, il retrouve la vieille malle. À l'intérieur, parmi des vêtements moisis et des papiers jaunis, il trouve la photographie de 1932. Cette image de lui à 15 ans, serrant la main de son père sans le savoir. Il la regarde longuement. Le garçon maigre en béret, si naïf, si désireux de plaire. Gustave avec son sourire ambigu. Jeanne en arrière-plan, les yeux baissés, la mâchoire serrée. Toute la tragédie résumée en une image. Il pourrait la détruire, la brûler, effacer cette preuve visuelle de son humiliation. Mais il ne le fait pas. Au lieu de ça, il la glisse dans une enveloppe et l'emmène chez lui. Dans sa maison, il la range dans un tiroir avec d'autres documents familiaux. La photographie reste là, pas exposée mais pas détruite non plus. Un jour peut-être, quelqu'un la trouvera et remarquera la ressemblance entre le patron et le garçon. Mais ce n'est plus important. Ce qui compte, c'est ce que Luc a fait de sa vie malgré cette photographie, malgré cette vérité cachée. En 1975, la coopérative célèbre son 30e anniversaire. Une petite fête est organisée, avec les employés, leurs familles, quelques amis du village. Thomas, maintenant instituteur marié avec 2 enfants, fait un discours. Il raconte comment Luc lui a donné une chance alors qu'il n'était qu'un orphelin sans avenir. Il dit, la voix tremblante, « Monsieur Morel m'a appris que la dignité n'est pas quelque chose qu'on reçoit, c'est quelque chose qu'on se donne, et qu'on donne aux autres. » Luc écoute, mal à l'aise avec les compliments. Après le discours, il dit simplement, « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste refusé de répéter les erreurs de ceux qui m'ont précédé. C'est ça, le vrai héritage. Pas l'argent, pas le nom, pas le domaine. Mais la décision consciente de casser la chaîne du mal et de construire quelque chose de meilleur. » Cette nuit-là, seul chez lui, Luc sort la photographie et la regarde une dernière fois, avant de la ranger définitivement. Il pense à Gustave, mort depuis 30 ans. Il ne lui a jamais pardonné, pas vraiment. Mais il a fait quelque chose de plus important. Il a choisi de ne pas devenir lui. Il a transformé la douleur en pure pause, l'humiliation en dignité, le silence imposé en voix pour les sans-voix. La photographie de 1932 reste dans ce tiroir, dans la maison de Luc, comme témoin silencieux d'une histoire de pouvoir, d'abus et finalement de rédemption. Pas la rédemption de Gustave, il est trop tard pour lui. Mais la rédemption de Luc, qui a refusé de laisser les péchés de son père définir qui il serait. Qui a cassé la chaîne. Et c'est peut-être la plus belle victoire possible. Pas celle de l'oubli ou du pardon facile, mais celle du choix conscient de ne pas perpétuer la souffrance. Aujourd'hui, si quelqu'un trouvait cette photo et remarquait la ressemblance troublante entre le patron et le garçon, il verrait juste une image ambiguë d'une France rurale disparue. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, cette photo raconte quelque chose de plus profond. Elle raconte qu'on peut naître d'un acte de violence et choisir de vivre une vie de dignité. Qu'on peut porter le poids d'un secret terrible et décider de ne pas le transmettre aux générations suivantes. Que le vrai courage n'est pas dans la vengeance spectaculaire, mais dans la construction patiente d'un monde meilleur, un travailleur à la fois, un enfant sauvé à la fois, une chaîne cassée à la fois. Cette histoire fictionnelle nous rappelle que parfois, le courage ne consiste pas à affronter ses bourreaux, mais à refuser de leur ressembler. Luc n'a pas changé le passé, mais il a transformé le poids du silence en une vie de dignité. Peut-être que la vraie justice, c'est de briser la chaîne du mal sans répéter la souffrance. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Pensez-vous qu'on peut vraiment pardonner à ceux qui nous ont détruits? Avez-vous déjà connu un secret de famille qui a changé votre regard sur vos origines? Si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez le mot « dignité » dans les commentaires. C'est la force tranquille qui a guidé Luc toute sa vie. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de vos grands-parents ou de votre famille. Une de ces histoires humaines qui mériterait peut-être d'être racontées ici. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, activez la cloche et partagez cette histoire pour que d'autres découvrent, eux aussi,
que même la douleur peut engendrer la lumière.